Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Le Sénégal est en 8e de finale de la Coupe du Monde de Qatar 2022. Les Lions de la Teranga se sont imposés ce mardi face à l'Équateur, 2-1. Nous irons à Dakar où se trouve Abdourahmane Dia, notre envoyé spécial. Nous aurons également les réactions des fans. Au Mali, les deux principaux syndicats de magistrats ont entamé ce mardi un mouvement de grève. Ils manifestent notamment pour le retrait de la loi modifiant les règles de fonctionnement de la Cour suprême, en l'occurrence la modification de l'âge de départ à la retraite. La relance économique de l'Afrique au cœur d'un sommet à Lomé au Togo. Il s'agit de l'Africa Financial Industry Summit qui réunit cette année les leaders de l'industrie financière africaine, aussi bien du secteur public que du secteur privé. Fièvre, liesse populaire, euphorie, les termes manquent pour décrire l'atmosphère de jubilation observée ce soir à Dakar suite à la victoire remportée par le 11 national sénégalais sur la sélection équatorienne et la qualification des Lions de la Teranga pour les 8e de finale de cette Coupe du Monde Qatar 2022. C'est aussi une soirée décisive pour d'autres équipes, mais Yacouba Ouedraogo, la grande manchette, sera sans nul doute le succès des poulains d'Aliou Cissé. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. On imagine bien sûr aisément que ça va occuper grandement cette partie. Notre rubrique sport, tout à fait, ce fut donc un match à suspense, mais les Lions de la Teranga se sont finalement imposés 2-1 devant l'Équateur qu'ils surplombent au classement du groupe A. Toujours dans ce même groupe, le leader, les Pays-Bas, ont disposé 2-0 du pays hôte, le Qatar, qui quittait son mondial sans le moindre point. Néerlandais et Sénégalais sont les qualifiés de cette poule A pour les 8e de finale, bien évidemment. On imagine donc la joie du côté de Dakar où nous retrouvons un autre envoyé spécial, Abdourahmane Dia. Bonsoir Abdou. Dites-nous dans quelle partie de Dakar vous êtes et racontez-nous comment vous avez vécu ce match Équateur-Sénégal avec les fans des Lions de la Teranga. Alors Yacouba, je suis ici au plateau, le quartier administratif de Dakar où normalement à cette heure-là, 19h30 le soir, la plupart des gens ont quitté cette partie de la ville. C'est un quartier administratif, mais on est loin de là. Aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque les gens continuent de célébrer la victoire des Lions de la Teranga à quelques encablures de là où je me trouve. Le président sénégalais Macky Sall est même sorti saluer la foule qui était en train de jubiler devant les grilles du palais présidentiel. Donc une atmosphère vraiment joyeuse de fête. On est parti pour une très longue nuit ici à Dakar. Et comme vous le disiez, plutôt on est passé par vraiment toutes les émotions ici. Et à l'arrivée, c'est le Sénégal qui passe. J'ai suivi en fait le match dans un des nombreux fan zones disséminés à travers la capitale. Je vous propose de suivre quelques réactions. Nous sommes très contents. Nous avons gagné quoi? Nous avons gagné contre l'Équateur. Dieu merci. Nous allons jouer les 8e de finale. Avec n'importe quelle équipe, le Sénégal, le Lyon, peuvent assurer quoi, le quart de finale, Inch'Allah. Nous sommes vraiment contents avec la victoire. Les joueurs là sont tellement joués. Vraiment, on est vraiment contents. Machallah. Oui, ok, merci beaucoup, chef.
Voilà, le foot et la joie, bien sûr, qu'il gagne. Les huitièmes de finale, Abdou, débutent ce samedi 3 décembre. Et justement, le Sénégal fera face au premier du groupe B, peut-être l'Angleterre et même les États-Unis ou encore l'Iran. Est-ce qu'on en parlait déjà du côté de la capitale sénégalaise? Aujourd'hui, les Sénégalais célèbrent leur qualification pour le second tour. Mais effectivement, quand vous leur posez la question, ils te diront qu'à ce stade, il n'y a plus de calcul à faire. Si c'est l'Angleterre, ben, c'est l'Angleterre. De toute façon, beaucoup de joueurs sénégalais de l'équipe nationale jouent déjà dans le championnat d'Angleterre, donc ils connaissent bien ces joueurs pour la plupart. Et ils sont d'un niveau très élevé, donc ils peuvent rivaliser avec ces joueurs-là puisqu'ils sont dans le championnat d'Angleterre. Et si c'est les États-Unis, ça va être intéressant pour nous autres à la Voix de l'Amérique, bien sûr. Il faut simplement dire que c'est une équipe qui est moins connue. Et si c'est l'Iran également, pareil. Mais à ce stade, je pense que la plupart des Sénégalais se disent qu'il n'y a pas de calcul. Et ils ont confiance maintenant à l'UCC, à ses hommes. C'est ce qu'on a entendu tout au long de la journée, qu'à l'UCC a fait un coaching gagnant. Voilà, et vous pouvez l'entendre un peu, les célébrations qui continuent ici à Dakar. Merci Abdourahmane Dia et nous vous souhaitons un très bon retour parmi nous ici à Washington, D.C. Je l'évoquais, on connaîtra tout à l'heure les adversaires du Sénégal et des Pays-Bas en huitième de finale. Ce sera à l'issue des matchs du groupe B actuellement en cours. Dans cette poule, tout reste ouvert. Les États-Unis doivent gagner devant l'Iran pour se qualifier pour les huitièmes. Leader du groupe, un nul face aux Pays-Bas, au Pays de Galles, suffirait à l'Angleterre pour voir le tour suivant. Et vous l'avez sans doute remarqué, ce sont deux rencontres sportives chargées de connotations politiques. Voilà, c'est ici qu'on va refermer cette rubrique. Et merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Merci, John. Alors, merci Yacouba, mais j'avais une question pour vous, notamment sur la Tunisie. Peut-être vous répondrez à celle-là demain. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le sport. On va parler d'une autre actualité. Cette fois-là, on va du côté du Mali. Du 29 novembre au 5 décembre, les deux syndicats de la magistrature malienne sont en grève. Les magistrats manifestent pour le retrait de la loi modifiant les règles de fonctionnement de la Cour suprême. Notre correspondant à Bamako, Mokhtar Bari, fait le point. 120 heures, c'est le temps que durera la grève enclenchée ce matin par les magistrats maliens. La raison principale, c'est la loi initiée par le gouvernement de la transition prorogeant l'âge de départ à la retraite des membres de la Cour suprême. Initier une loi tout simplement pour une institution qui est la Cour suprême, c'est vraiment déplorable. Et puis, ce que le gouvernement dit que c'est un manque de cadre au niveau de la Cour suprême. On peut dire pourquoi le gouvernement ne va pas recruter assez de magistrats pour remplacer ou bien pour former davantage ces gens-là à plus de vivacité. Si la vie d'une nation dépendait à quelques dizaines d'humains, je crois que c'est vraiment pas une bonne raison que le gouvernement initie cette loi. À mon avis, ces grèves-là sont la traduction d'un malaise social qui s'empare du régime de la transition au regard de la récurrence, comme vous avez à le dire, de ces différents mouvements de boycott et de débrayage général. D'abord avec les élèves et étudiants, ensuite les enseignants de la synergie qui ont déposé un préavis de grève. Ensuite, on a vu pour les magistrats, ça a été programmé 20 jours avant la date butoir qui est le 29. Toute la semaine, les dossiers pendants en justice connaîtront un arrêt malgré le service minimum. Cette grève intervient après celle initiée par les élèves et étudiants qui ont eu gain de cause. C'est la réalité qui rattrape de plus en plus. Vous savez, quand il y a eu les sanctions contre le Mali, quand il y a eu la communauté internationale qui s'est liguée contre le Mali, toutes les corporations ont mis sous le boisseau leurs revendications. Avec le temps, avec la disparition de ces premières contradictions, chacun se retrouve avec ses revendications corporatives. Je pense que c'est normal et c'est humain. La grève des magistrats coïncide avec la rentrée judiciaire prévue ce 1er décembre sous la présidence du chef de l'État. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako. Et au Burkina Faso, plus de 90 000, c'est le nombre de personnes qui se sont inscrites comme VDP, volontaires pour la défense de la patrie.
Des volontaires qui devraient aider l'armée à faire face à la lutte contre le terrorisme. C'est un nombre largement supérieur aux 50 000 qui étaient recherchés par les autorités de la transition. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. Sur des besoins estimés à 50 000 supplétifs de l'armée, on enregistre plus de 90 000 inscrits, selon le communiqué de la brigade de veille et de défense patriotique. Dans les rues de Ouagadougou, on apprécie l'enrôlement. Ça va permettre aux Burkinabés de s'en sortir, parce que c'est un bon choix qu'ils ont fait. Voilà, tout ça, c'est pour nous sauver, car ils ont fait un bon choix. Mais on remercie Dieu et Allah les facilite. Les bien choses qu'ils ont décidé de nous aider. Ce n'est pas le nombre qui compte. Mais chaque chose, c'est de courage seulement, et puis les confiance. Voilà. Et puis laisser ce qui est passé, et puis vous regardez ce qui est devant. Voilà. Chacun n'est qu'à laisser ce qui est passé à côté, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Les analystes s'inquiètent de ce nombre important, si toutefois réel, de supplétifs de l'armée enrôlés. 90 000 contre 50 000 attendus. Pour nous, c'est tout comme une opération cosmétique d'enfumage, une course aux chiffres, eu égard à ce que les autorités militaires nous ont démontré ces dernières années. Le nombre de VDP va multiplier par 3 fois 4 le nombre de nos forces de l'ordre qui aujourd'hui sont estimées à 30 000. Donc vous voyez qu'il va y avoir des débordements. Les effectifs militaires dûment formés auraient du mal à les cadrer, les encadrer sur le terrain. Donc on risque d'enregistrer malheureusement des débordements et cela risque d'entraîner un effet contraire aux objectifs escomptés sur le terrain. La brigade de veille et de défense patriotique a rappelé que tous les inscrits ne peuvent pas pour le moment être retenus. La prochaine étape, selon toujours la brigade, sera la formation initiale. Demain 30 novembre, cela fera 2 mois que le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré est intervenu. Il a réorganisé l'armée et mobilisé l'opinion nationale. Mais les attaques des djihadistes se poursuivent, même si on constate une relative accalmie. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Merci Lamine. Allons au Tchad où les avocats ont décidé d'interrompre leur travail pendant le procès collectif qui s'est ouvert aujourd'hui. Plus de 400 personnes détenues depuis les manifestations meurtrières du mois dernier doivent en effet être jugées en prison. Dans son communiqué, le barreau du Tchad qualifie ce procès de parodie de justice, ajoutant que les détenus ont été enlevés et déportés à Koro Toro en l'absence de tout avocat. Le procès dans cette prison isolée viole les règles de procédure selon l'association des avocats tchadiens qui a décidé de cesser toute activité pendant la durée du procès. Les détenus seront jugés jusqu'au 4 décembre dans une prison de haute sécurité en plein désert à plus de 600 km au nord-est de N'Djamena. Le président français Emmanuel Macron est à Washington ce mardi pour sa 2e visite d'État dont il espère profiter pour pousser son plaidoyer diplomatique sur la guerre en Ukraine et aborder ce que Paris qualifie de protectionnisme américain. Le chef de l'État français aura droit jeudi à tous les honneurs d'une telle réception et avec coup de canon, dîner de gala et entretien avec son homologue américain Joe Biden dans le bureau ovale. Hier, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a décrit Emmanuel Macron comme quelqu'un de dynamique et dont le pays, puissance nucléaire, est au centre de toutes les problématiques mondiales, que ce soit la guerre en Ukraine ou la montée en puissance de la Chine. Outre Washington, D.C., Emmanuel Macron se rendra également à la Nouvelle-Orléans. Et cette information en rapport avec le Cameroun, ici aux États-Unis, 3 Américains d'origine camerounaise ont été arrêtés et accusés d'avoir collecté des fonds pour les combattants séparatistes au Cameroun, indique le ministère de la Justice américain dans un communiqué. Les inculpés sont Claude Chi du Missouri, Francis Chenou du Minnesota et La Nestor de l'État de New York. Ils auraient collecté pas moins de 350 000 $ depuis 2018 pour des armes et des explosifs et organisé des enlèvements des civils au Cameroun. Les 3 accusés occupaient des postes de direction dans une organisation qui soutenait
les groupes des forces de restauration ambazoniennes et d'autres combattants séparatistes dans la région du nord-ouest du Cameroun. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. C'est donc Vous et Nous. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. On va parler économie. Lomé, la capitale togolaise, accueille l'édition 2022 de l'AFIS, l'Africa Financial Industry Summit. Il s'agit d'une rencontre de 2 jours qui réunit les leaders de l'industrie financière africaine, des secteurs publics et privés, pour des réflexions constructives autour de la relance économique du continent. On fait le point avec Amen Assignon, notre correspondante sur place. Près de 600 acteurs du secteur financier africain public et privé se retrouvent à Lomé avec comme objectif de définir de nouvelles stratégies pour booster les économies africaines. Un impératif pour le continent dont le potentiel de croissance est freiné par une mauvaise orientation des financements disponibles. Cette rencontre de haut niveau, ouverte par le président togolais Faure Gnassingbé, se présente sous un format de dialogue entre les gouvernements, les régulateurs et les leaders de l'industrie financière, à savoir les banques, les assurances, les opérateurs de mobile money, les fintech et autres. C'est une initiative de Jeune Afrique Media Group en partenariat avec la Société financière internationale et l'Africa CO. Un de nos objectifs, c'est de pouvoir produire à la fois des recommandations pour améliorer le financement des économies africaines aujourd'hui. On va dire que jusqu'en 2015, elles se portaient très bien. Ensuite, en 2015, on a eu un choc des matières premières qui a quand même énormément ralenti la croissance africaine. On a eu une deuxième phase. On a eu le coup du Covid en 2020 qui a provoqué une année très difficile en 2020. 2021 était meilleur. On pensait que 2022 serait une bonne année et malheureusement, en raison du choc inflationniste énorme qu'on connaît à travers le monde, mais aussi en Afrique, on a des économies qui vont avoir des taux de croissance trop faibles, entre 2 et 3%, ce qui est largement insuffisant. Et par exemple, le secteur financier qui marchait très bien jusqu'en 2019 africain, aujourd'hui, il a ralenti, il a plus de mal à financer parce que les taux d'intérêt deviennent très élevés, l'inflation est très élevée et donc le financement des économies ralentit beaucoup. Les échanges portent entre autres sur l'intégration régionale, notamment la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale et l'inclusion financière qui constituent des enjeux importants du développement de l'industrie financière en Afrique. Il faut que l'ensemble des acteurs qui sont partie prenante à cette industrie financière, banques, assurances, gestion d'actifs, etc., avec les institutions qui les accompagnent, régulateurs mais également gouvernements, puissent bénéficier d'une même plateforme, comprendre les enjeux qui sont communs et par là commencer à générer des synergies. Donc je pense que c'est le premier élément. Le deuxième élément qui a également été partagé concerne celui de la ZLECAf. Nous ne pouvons aller vers une ZLECAf efficace, efficiente même, que si l'ensemble des acteurs du monde financier sont également à même d'accompagner en fait cette transformation à la fois du commerce mais aussi de l'industrie. Cette synergie d'action est saluée par les participants à ce sommet, que ce soit les grands groupes financiers ou encore la microfinance. Il est important de soutenir les initiatives qui parlent de l'industrie de la finance en Afrique, de montrer notre visage, de montrer notre position et d'encourager toutes les personnes qui veulent comprendre comment nous pouvons collaborer ensemble pour amener l'Afrique à un bien meilleur niveau. L'AFIS a été lancée en 2021. Cette édition est la première organisée en présentiel. Des tables rondes, des panels, des sessions closes d'or. Meuble, c'est 2 jours de rencontres.
Amela Signon pour VOA Afrique, Lomé. Économie encore, l'extraction de l'or au Sénégal joue un rôle clé dans l'économie du pays, mais les produits chimiques utilisés pour son traitement nuisent à l'environnement et à la santé des mineurs. Les femmes représentent la moitié des mineurs et transportent souvent leurs enfants avec elles, ce qui fait que les deux groupes en subissent les conséquences. C'est un reportage d'Annika Ameshlag depuis Kédougou au Sénégal. C'est un récit de Ginny Niwa. Metaba souffre de migraines chroniques et sa fille Awa, tous depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne. Ba travaille comme orpailleuse artisanale dans la région extrême-orientale du Sénégal, à Kédougou, près des frontières avec le Mali et la Guinée. Comme beaucoup de femmes dans les mines, elle amène sa fille au travail car elle allait encore. Si je ne viens pas ici pour travailler, comment vais-je survivre? Comment vais-je gagner ma vie? Mais les mines d'or de Kédougou ne sont pas un endroit pour les enfants. Il y a des dizaines de fosses à ciel ouvert, pas d'équipement de sécurité et les dépanneurs disent que la poussière à laquelle ils sont exposés est toxique. Je sais que nous sommes exposés, à commencer par l'eau que nous buvons. Le puits est contaminé, il n'y a pas d'eau potable. Quand tu bois cette eau, tu sais que tu vas tomber malade. Une fois l'or collecté, les mineurs le traitent avec du mercure, un métal lourd qui, selon les experts de la santé, attaque les systèmes nerveux digestifs et immunitaires. Il peut endommager les poumons et les reins et altérer l'ouïe, l'équilibre, la vision, la pensée et la respiration et provoquer des malformations congénitales. À Kédougou, qui abrite 98% des mines d'or du Sénégal, plus de 5 tonnes de mercure sont utilisées chaque année. Le produit chimique nuit également à l'environnement. Quand le mercure se débarrasse de l'or, ça fait une fumée. Et c'est cette fumée qui peut aller dans l'atmosphère et se composer avec des feuilles. Après la pluie ou le vent, ça va polluer la terre. Et là, il y a les ruissellements d'eau qui vont amener dans les cours d'eau et après aller dans le fleuve. L'extraction de l'or à Kédougou provoque également la dégradation des sols et la déforestation. Les mineurs artisanaux travaillent de manière indépendante dans la région de Kédougou. L'industrie est essentielle à l'économie du pays et à la capacité des mineurs à pouvoir gagner leur vie. En 2020, le ministère des Mines et de la Géologie du Sénégal a lancé un projet d'installation de 400 unités de traitement de l'or sans mercure à Kédougou. Toute personne qui va traiter son or dans le centre sera conscientisée que nous n'allons pas utiliser de produits chimiques. Et que nous allons mettre aussi un règlement qui va permettre, si on trouve quelqu'un qui traite son or en dehors du centre et qui utilise des produits chimiques. Mais la construction n'a pas encore commencé et prendra au moins 2 ans. Jusque-là, les mineurs comme Ba craignent qu'eux-mêmes et leurs enfants continueront d'être exposés à des éléments toxiques. Malgré une récolte de blé exceptionnelle, le gouvernement zimbabwéen affirme que le nombre de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire dans le pays augmente rapidement. Les autorités ont publié ce mois-ci des données montrant que le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire devrait doubler pour atteindre 3,8 millions d'ici la prochaine récolte. De Bouéra au Zimbabwe, Columbus Mavunga nous en dit plus. Dilidiko raconte. Roster Charuma, 69 ans, fait partie des Zimbabwéens victimes de l'insécurité alimentaire. Ils ont besoin d'une aide alimentaire pour se nourrir au moins jusqu'à la prochaine récolte de maïs et d'arachide en avril 2023. Roster vit avec son mari et ses 3 petits-enfants. Ici, la faim est vraiment pénible. Nous mangeons une fois par jour. Nous ne mangeons pas pour nous remplir l'estomac, mais pour que les enfants ne s'évanouissent pas à l'école. On leur donne en général de la bouillie sans sucre et ils y sont habitués maintenant. Quant au pain, je ne sais même plus quand j'en ai mangé pour la dernière fois. Les autorités zimbabwéennes ont salué une récolte exceptionnelle de blé avec des réserves de 13 mois qui, espèrent-elles, feront baisser le coût du pain. Le prix a grimpé à plus d'$1 depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais les autorités de Bouéra affirment qu'il faut investir dans le maïs, la céréale de base du pays, au lieu du blé. J'aimerais que les dirigeants zimbabwéens se penchent sur le district de Bouéra qui connaît des pluies irrégulières et qu'ils mettent en place des systèmes d'irrigation.
La communauté pourrait ainsi assurer sa sécurité alimentaire. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies au Zimbabwe indique qu'avec le financement de l'USAID, il importe du maïs de la Zambie voisine dans les districts ruraux et espère que la récolte exceptionnelle de blé fera baisser l'inflation. Dans les zones rurales, les communautés sont très dépendantes de la consommation de maïs. Et lors de la dernière saison agricole, malheureusement, la production de maïs, en particulier dans ces communautés rurales, n'a pas été très bonne car les pluies ont été très irrégulières pendant la saison. Donc bien que la récolte de blé soit importante pour le pays, nous ne nous attendons pas vraiment à ce qu'elle ait un impact majeur sur les communautés rurales. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, publié en octobre, le Zimbabwe connaît le taux d'inflation alimentaire le plus élevé au monde, soit environ 350%. C'est l'une des raisons pour lesquelles les habitants comme Roster Charuma disent qu'ils ne mangent plus de pain et espèrent que la production de maïs pourra les aider à survivre. Les populations expliquent qu'avec un bon plan d'irrigation, elles peuvent produire suffisamment de maïs pour le vendre et gagner assez d'argent pour acheter du pain et d'autres produits alimentaires. On avait commencé ce journal par le Qatar, on va terminer par le Qatar. La Coupe du Monde n'est pas la seule compétition qui se déroule dans ce pays. Ces chameaux participent au concours de beauté chameau selon Ahmed Jaber Al-Adba, président du club des chameaux du Qatar. L'idée est similaire à la Coupe du Monde de football. Nous avons, dit-il, fait une Coupe du Monde de beauté des chameaux. Les participants viennent de différents pays, notamment du Golfe, et concourent dans différentes catégories en fonction de leur âge et de leur race. Les caractéristiques permettant de mesurer la beauté d'un chameau diffèrent d'un troupeau à l'autre. Par exemple, les chameaux noirs sont jugés selon la taille du corps et de la tête et de l'emplacement des oreilles. Mais pour les chameaux de type Magatir, on recherche la proportionnalité et les oreilles doivent être tombantes et non pas droites, en plus de la façon dont la bouche est courbée. En ce qui concerne les aisselles, ils ont des caractéristiques particulières. L'emplacement des oreilles est important. Il doit y avoir une délicatesse dans les os, les sabots, dont il y a des caractéristiques qui nécessitent plus de détails. On en saura davantage sur le vainqueur de cette course. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition au nom de toute l'équipe. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première de 17h à 17h30 temps universel et la deuxième de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango ya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.